Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Salut Jennifer. Salut Bertrand. What a look. Incroyable. Ouais, je suis très rock aujourd'hui. Très rock aujourd'hui. Je ne sais pas si le programme est très rock, on va vous le détailler dans un tout petit instant. On est content de revenir au studio là, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu l'occasion de venir ici pour ce EPI, ce magazine des startups et de la nouvelle économie, avec Ilana Beacera qui va nous rejoindre dans un petit instant, avec pas mal d'invités, et puis un hashtag évidemment. Alors c'est quoi le hashtag EPI TV. Oui. Vous pouvez d'ailleurs réagir tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux. C'est bien. N'hésitez pas à le faire. Nous, on a déjà balancé nos premiers tweets avant l'émission. On va avoir du mal à le faire pendant l'émission. Et je ne sais pas si Ilan est là. En tout cas, on a déjà nos 3 invités qui sont là-bas. Ilan est là, donc on va pouvoir lui dire bonjour aussi en même temps qu'on accueille tous les invités de cette émission qui se réalise pour la première édition à chaque fois en direct. Donc là, pour le coup, ceux qui sont en direct ce 17 juin peuvent tout simplement envoyer des tweets. Et puis pour les autres, vous regarderez ce qui s'est passé en direct lorsque vous regarderez l'émission en replay. Salut à tous, bonjour à tous. Salut Ilan. Salut Ilan. C'est le matin du côté de Palo Alto. Tout va bien ? Tout va super. Bon. Super bien. Toujours la bonne position, toujours le même bureau. Je sais pas, c'est ton bureau ça, à Palo Alto, celui-là ? Non, c'est une petite salle de réunion. Je peux te montrer un peu si tu veux l'ambiance générale. Vas-y, fais voir le tableau avec les choses intéressantes sur. En tout cas, Ilan, tu t'es un peu laissé pousser la barbe là, non ? Ouais, c'est l'été. On accueillera également, au-delà d'Ilan, Bruno Martino, qui est avec nous également. Bruno Martino, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on vous voit ? On vous entend, en tout cas, ça c'est sûr. Bonjour Bruno. Vous êtes... comment on va vous présenter ? Vous êtes enseignant à Polytechnique, déjà. En tout cas, vous l'avez été longtemps. Vous êtes le directeur d'un programme, donc au niveau de Polytechnique, qui s'appelle le Master Innovation Technologie et Entrepreneuriat, c'est bien ça, qui se fait en collaboration pour la 2e année successive avec Stanford, la grande entreprise, la grande université américaine, qui se situe d'ailleurs à quelques encablures de Palo Alto, où se situe Ilan, puisque vraiment Stanford et Palo Alto sont vraiment collés. On passe le petit pont là-dessous, juste à gauche on a Palo Alto et à droite, boum, on va en direction Stanford si je me souviens bien. Et vous allez nous parler de ce programme-là qui en fait a pour objectif d'accompagner pas les élèves de Polytechnique, Bruno. Non, en fait, c'est un programme qui a pour objectif de compléter un petit peu les initiatives qui sont conduites aujourd'hui au sein de l'école. Donc c'est un programme qui est une formation courte en fait à l'entrepreneuriat à destination des ingénieurs, des scientifiques et donc qui est proposé en partenariat entre la Graduate School of Business de Stanford et l'école Polytechnique. On va dire aussi comment réveiller un petit peu l'esprit entrepreneurial de tous ces ingénieurs français. Il y a du boulot et justement Stanford a mis un programme au point qui a l'air de fonctionner depuis 2006. Ils ont mis ça en place. On en parlera ensemble. Et on retrouvera un autre Bruno pendant l'émission. Ah, c'est pour luxe, on en a deux aujourd'hui. Bruno Martino, bonjour Bruno. Moi, c'est Bruno Lussato, par contre. Lussato, excusez-moi, c'est la folie du Bruno. Qui est le cofondateur et le directeur général de Wistiki. Alors, Wistiki, en gros, ça permet de retrouver des objets qu'on a perdus. C'est ça, Bruno ? C'est un objet connecté, oui. Exactement, c'est un petit accessoire connecté qu'on accroche sur toutes les affaires qu'on n'a plus envie de perdre. Ouais. Et ça permet de les retrouver depuis son smartphone en les géolocalisant ou en les faisant sonner. Vous en avez un, là ? Devant vous, vous en avez un à nous montrer ou pas ? Ah, un petit whist. C'est dommage, j'en ai pas un. Ah, voilà, le garçon qui vient sans biscuit pour présenter ses J'ai oublié solutions. mon whist. Il a oublié son whist. Bon, ça tombe bien, on a des vidéos, on vous montrera ça dans un petit instant. Et puis on a également Benoît Ducré, depuis Lyon. Bonjour Benoît. Bonjour. L'homme qui gagne le concours haut la main du casque le plus impressionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous êtes le chef de projet de Lyon Startup. Lyon Startup, en fait, c'est un programme qui vise à sélectionner déjà une centaine de startups. La suite, c'est quoi ? Alors, on sélectionne une centaine de projets qui sont amenés à devenir des startups. On sélectionne 100 projets d'entreprises innovantes à fort potentiel et on les amène à maturité afin qu'elles aient tout le potentiel pour devenir des vraies startups, des champions de demain. Il y a toute une sélection, il y a tout un accompagnement, il y a des prix, il y a des aides et là-dedans il y a en fait des organismes publics. Tous les organismes publics un peu marquants qui s'intéressent aux nouvelles technologies sur la région lyonnaise, sur le Grand Lyon, comme on dit souvent, et puis aussi des entreprises privées, c'est ça, hein ?
Exactement. On a le meilleur du public et du privé dans Lyon Startup. Bon, vous avez une histoire aussi avec les startups puisque vous en avez créé. Hein. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Merci à vous trois en tout cas d'être là, les deux, Bruno et Benoît. Donc, Ilan, sur la sellette, de quoi est-ce qu'on va parler? Ilan, tu m'entends? Je suis là. Bon, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Alors, on va commencer avec DoorDash. C'est quoi? C'est une petite révolution du food délivré qui vient de lever 17 millions d'euros, c'est ça? De dollars, pardon. Ouais. DoorDash, écoute, alors eux, c'est une start-up intéressante. En fait, aujourd'hui, dans la Silicon Valley, on a beaucoup de levées de fonds de start-up qui font ce qu'on appelle du food delivery. Alors, il y a plein de modèles différents. DoorDash, eux, ils sont arrivés avec un modèle très différent. Ils se sont dit, OK, nous, on va permettre aux restaurants qui ne font pas de livraison à domicile d'en faire grâce à nous. Donc, en gros, techniquement, c'est de la logistique. Ils référencent plein de restaurants sur leur site. Ils ont commencé avec ce qu'on appelle South Bay, donc Palo Alto, Mountain View et toutes ces villes-là. Ils ont référencé plein de restaurants. Ils ont leur menu sur leur site et sur leur appli iPhone. Et on commande du coup de restaurants qui normalement ne font pas de livraison à domicile. Et DoorDash envoie ses coursiers chercher votre commande pour vous et vous la livre au bureau. Et donc moi j'ai commencé à utiliser DoorDash il y a 3 semaines et ils ont une croissance qui est incroyable. En fait, le chiffre que j'ai vu passer, c'est qu'en fait, 1 personne sur 2 dans toutes les villes où ils sont présents actuellement a déjà utilisé DoorDash. Donc c'est un chiffre qui est hyper élevé. Et du coup, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à lever 17 millions récemment. C'est absolument colossal, 17 millions. Mais c'est la grande folie de la livraison. Alors évidemment, il y a Amazon qui est vraiment le grand opérateur de ça, qui pousse tout le monde à livrer. Et maintenant, c'est la folie de la livraison en temps quasi réel. Ça, on commande et une demi-heure après, ça fait ding-dong et on a quelqu'un qui arrive. Et tout ça, c'est passé en ligne, évidemment. Oui, en fait, je pense que ceux qui ont un petit peu inventé le modèle, c'est pas vraiment eBay, Amazon, parce qu'Amazon a toujours fait de la livraison et de la logistique très bien, mais jamais en temps réel. C'est eBay qui est arrivé avec eBay Now, dont on a déjà parlé. Et Google Shopping Express, maintenant, qui est aussi en train de faire un énorme carton, et qui vient de se lancer d'ailleurs aussi à New York. Et eux, c'est le jour même. Et très souvent, c'est 2 heures plus tard. Donc ça, c'est assez incroyable. Et pour les utilisateurs, c'est hyper intéressant. Donc on commence à voir ça arriver sur toutes les industries. Mais au-delà du gadget, est-ce que les restos qui sont sélectionnés sont vraiment bons ou est-ce que c'est simplement ceux qui disent oui ou qui n'ont pas encore de service de livraison? Non, justement, ils ont une politique hyper stricte de choisir les restaurants que les gens veulent et c'est pour ça que ça marche. Non, en l'occurrence, ils ont les super restos de Palo Alto et de la région. On s'aperçoit qu'il y a une nouvelle couche en fait dans le e-commerce qui est en train d'arriver aujourd'hui, dans tous les domaines d'ailleurs du e-commerce, où en fait le dernier kilomètre, le fameux dernier kilomètre, est en train d'être pris par énormément d'entreprises. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe de façon massive dans la Silicon Valley. Ça commence à arriver aussi en France. On voit arriver plein de services comme ça intermédiaires, services de conciergerie pour les gens qui vont par exemple chez Airbnb, pour la Airbnb Sitter, remise des clés, des choses comme ça. Et c'est pas toujours évident lorsqu'on loue son appartement. Est-ce que c'est un phénomène vraiment notable, ce dernier kilomètre du côté de la Silicon Valley? Oui, c'est un phénomène notable. Je pense que ça rassemble pas mal de tendances et de réalités. La première, c'est le marché du service, qui est évidemment un marché dont on parle depuis très longtemps. On dit, l'aide aux personnes, etc. Depuis un moment, on en parle. Maintenant, l'intérêt du mobile dans cette ère du service devient hyper intéressante parce que maintenant, c'est on-demand. J'ai mon téléphone, je commande un Uber, j'ai mon téléphone, je commande un repas, etc. Et donc, le téléphone a vraiment amené le service aux particuliers à un niveau qui est incroyable. Et hyper intéressant ce qui se passe. Et puis, Hélène, il y a Noozle qui permet notamment d'accéder aux articles les plus partagés sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Ça cartonne Noozle en ce moment apparemment. Ouais, Noozle c'est un peu la nouveauté. Alors tu sais, on a déjà beaucoup parlé de toutes ces applis de newsreading, les Flipboard, etc. Et Noozle arrive sur un marché qui est déjà très encombré puisqu'il y en a beaucoup qui font ça, mais qui marche hyper bien, très simple. Et en gros, ce qu'il te dit, c'est voilà les articles que tes amis ont le plus partagé. Et donc c'est classé par le nombre de partages de tes amis Facebook.
donc hyper simple, quoi. Mais c'est un résumé quotidien, enfin, ça se passe comment? C'est pas un résumé, en fait, donc si tu as partagé par exemple un article sur TechCrunch et que Bertrand a fait la même chose, ben il va arriver en haut de ma liste d'articles à lire, donc l'article de TechCrunch en l'occurrence. Et si j'ai envie de scanner, tu vois, tous les matins les news les plus partagées, ben ça va me prendre vraiment 20 secondes à voir ce qui se passe si je lis juste les titres. Et je peux aussi choisir de regarder les news les plus intéressantes sur une période de temps, les dernières 24 heures, les derniers 7 jours, qui était une chose pour moi assez intéressante que personne d'autre ne faisait. Et malgré le fait qu'ils soient arrivés sur un marché encombré, ils ont réussi à lever en tout, je crois, un peu plus de 3 millions avec des super investisseurs de la vallée. Bon, aujourd'hui, les levées de fonds, je ne sais pas si ça veut vraiment dire grand-chose, mais ils arrivent avec un produit assez intéressant sur un marché encombré. Donc en tout cas, voilà, à suivre. Et moi, je l'ai adopté très rapidement. Quelle est la différence avec ce qu'on avait ou ce qu'on a sur Facebook finalement, puisqu'on peut faire aussi son choix avec les articles principaux, en tout cas les publications principales sur Facebook. Donc c'est quoi le plus là? Facebook, c'est pas vraiment un newsreader, quoi. Tu vois, c'est plutôt focalisé sur les news de tes amis, les status updates, les photos, etc. Bon, là, tu as une vue très focus sur les news qui sont partagées. Voilà, tu vois, c'est vraiment un usage très très vertical, quoi. Un petit mot du WWDC, ça c'est le grand raout annuel qui se passe à San Francisco des développeurs Apple. Et apparemment, en tout cas je dis bien apparemment, Apple a décidé d'avoir une vraie communication avec son écosystème cette année. Il se passe quelque chose, il y a une révolution interne? Écoute, oui. Franchement, on n'est pas habitué quand même, depuis 25 ans. C'est le mutisme le plus total à chaque fois. On a encore l'anti-Apple de Bertrand. Ça change. Non, j'ai rien dit, moi. Je ne fais qu'observer. Bertrand, ça suffit maintenant. Je ne fais qu'observer le mutisme, moi. Écoute, moi j'ai été vraiment surpris, mais je pense que c'était une réaction générale. Déjà, tout le monde a apprécié le format, qui était beaucoup plus sympathique que d'habitude. Mais surtout, deux grosses annonces pour moi. Deux choses sont ressorties. La première, c'est que Apple devient développeur friendly. Et ça, c'est nouveau. Oui. Jusqu'à présent, on peut se rappeler que toutes les grosses fonctionnalités qu'Apple a lancées sur les derniers iOS qu'ils ont shippés, très peu de fonctionnalités ouvertes pour les développeurs comme Siri, etc. Il y a le Touch ID. Tous les développeurs espéraient pouvoir y accéder pour leurs apps, etc. Ils n'ont jamais fait d'annonce là-dessus. Et là, c'était la première chose. Plein d'annonces pour les développeurs. Plein de façons pour les développeurs, finalement, de rentrer dans l'OS d'Apple. Et ça, c'est nouveau. Donc, un exemple, on va pouvoir installer dans iOS 8, on va pouvoir installer des nouveaux keyboards, nouveaux claviers comme on a sur Android. Et ce qui m'avait fait, moi, switcher sur Android, c'était SwiftKey. Pouvoir taper beaucoup plus vite. Là, maintenant, Apple va l'autoriser. Apple a aussi lancé HomeKit, qui est un espèce de kit pour les développeurs d'objets connectés. Aussi hyper intéressant. Il y a eu beaucoup d'annonces. Touch ID aussi ouvert aux développeurs. Donc ça, on peut imaginer toutes les applications sur les paiements, sur n'importe quelle app. Je pose mon pouce et je vais pouvoir payer. Enfin, des trucs assez fantastiques. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était une WWDC complètement centralisée sur le software et des énormes innovations software d'Apple. Alors que pour l'instant, Apple est connu comme une société principalement hardware. Là, on voit qu'il commence à se produire un changement et que Apple veut aussi veut aussi montrer son avance sur le côté software de leurs OS. Tu veux dire qu'ils vont mettre à jour leurs applications de façon réelle? Parce que ça, c'est quelque chose dont on rêve quand même un petit peu, non? Ça continue. Écoute, y a des choses. Hier, on a installé iOS 8 sur un de nos téléphones. Et en fait, il y a très peu de changements cosmétiques. Il n'y a pas vraiment de changement de design dans aucune des apps. Mais par contre, tout se passe derrière pour les intégrations pour les développeurs, de pouvoir interagir avec les push notifications, etc. Et ça, c'est le plus important parce que Apple ne continuera pas. Enfin, je veux dire, ça restera la boîte qui, comme tu le dis, va pas updater ses apps tous les mois. Mais s'ils peuvent au moins laisser tous les développeurs qui sont sur leur plateforme, il y a plus d'1 300 000 applications maintenant sur l'App Store, et faire plus de choses avec leurs apps et pouvoir accéder vraiment à l'OS, là, on va avancer. Et là, je pense qu'ils ont marqué beaucoup de points.
Écoute, on va avoir l'occasion de parler ensemble encore, puisque tu vas, comme d'habitude, participer à toutes les discussions qu'on va avoir tout au long de cette émission. Tu sais ce qu'on va faire, là, Jennifer ? Une petite virgule. C'est vrai, une petite virgule, absolument, soyons fous. Now, of course, Spotlight. Alors. Toujours aussi sympa cette virgule. On s'en lasse pas de ces virgules. On va commencer avec Bruno Martino. Oui. Bruno. Alors Bruno Martino, la carte de visite de Bruno Martino, Il est directeur de la formation à l'entrepreneuriat et à l'innovation de l'école polytechnique. Le master innovation et technologique et entrepreneuriat, là, ça rigole pas. Vous avez également, vous enseignez toujours d'ailleurs à Polytechnique ou pas, Bruno ? Oui, j'y enseigne toujours. Je n'ai même plus le nom. Quel thème ? Quelle matière, quelle matière, merci. Alors, j'enseigne justement précisément la création d'entreprises technologiques. Et vous avez signé, c'était il y a 2 ans, un start-up anti-Bible à l'usage des fous et des futurs entrepreneurs. Un livre qui est sorti donc il y a 2 ans où vous donniez un certain nombre de recettes. On va pouvoir en discuter également. En fait, ce programme-là, il a été lancé donc en collaboration entre Stanford, donc l'université américaine, et Polytechnique, il y a 1 an. Donc vous avez déjà 1 an de visibilité, ça va se relancer à partir du mois de septembre prochain. C'est un cycle qui s'adresse, on ne l'a dit, pas aux étudiants de Polytechnique, pas aux élèves de Polytechnique, mais plutôt aux ingénieurs, aux chercheurs à l'extérieur, et qui vont être certifiés à la fois de Stanford et de Polytechnique sur cette formation-là à l'arrivée. Quelle vision vous avez eue de ce qui s'est passé pendant 1 an déjà, et puis racontez-nous aussi un peu le critère général. Quel était le constat de départ qui vous a amené à travailler avec Stanford ? Alors, le constat de départ qui nous a amené à travailler avec Stanford, c'est surtout tout d'abord un événement très entrepreneurial, qui est le fait de voir passer une opportunité qui tenait dans le fait que Stanford, qui est donc le véritable créateur de ce programme, comme vous l'évoquiez en introduction, qui a été lancé en 2006 sur le campus de Stanford, et l'université de Stanford, la Graduate School, cherchait un partenaire pour lancer une version européenne en fait de ce programme Ignite. Donc c'est une information à laquelle j'ai été en fait exposé tout à fait par hasard lors d'un de mes déplacements à San Francisco. Et il se trouve qu'à ce moment-là, Stanford, ce qui est maintenant assez commun en fait en tant que organisation américaine qui s'intéresse au marché européen, pensait initialement s'installer à Berlin. Et donc le challenge pour moi était double, c'était de se dire il faut qu'on arrive à les convaincre de venir à Paris, non pas à Berlin, et 2, venant à Paris, de nouer un partenariat avec l'école polytechnique. Donc tout est parti en fait simplement de la perception de ce qui nous semblait être pour l'école polytechnique une vraie opportunité de nouer un partenariat à la fois prestigieux et puis surtout d'apprendre beaucoup quant à la façon dont Stanford déroule ce type d'enseignement, puisqu'ils font ça depuis plusieurs décennies. Et puis le troisième aspect, effectivement, qui était la possibilité à partir de ce programme de rayonner sur toute l'Europe. Bruno, comment il s'organise concrètement ce programme ? C'est des cours, c'est des conférences ? Il y a quasiment des MOOC, parce qu'il y a aussi des vidéos, enfin il y a tout un cycle, oui. Alors c'est rien de tout cela. D'accord. D'abord, il faut se rappeler que c'est un programme court, donc qui se déroule sur 7 week-ends, donc 7 modules de 2 jours et demi qui démarrent le jeudi soir jusqu'au samedi soir. Ce positionnement dans l'emploi du temps de la semaine étant destiné à rendre le programme compatible pour des ingénieurs, des gens qui sont en poste en fait, donc qui ils sont principalement absents du jeudi après-midi jusqu'au vendredi après-midi, donc ça reste sur 7 week-ends quelque chose de gérable. Ensuite, l'originalité du programme, donc il y a globalement 200 heures dans ce programme, il y a une centaine d'heures qui sont consacrées au développement d'un projet, qui est une sorte d'occasion de mise en application un petit peu des concepts, des idées, des méthodologies ou des situations qui sont abordées en salle de classe. Et il y a une centaine d'heures de cours en fait, d'interaction en salle de classe. L'originalité du programme tenant au fait qu'une partie de ces cours se déroule en fait en visioconférence, donc c'est pas des MOOC.
Simplement, sont des académiques, des professeurs de la Graduate School de Stanford, en fait, qui sur le campus de Stanford viennent tôt le matin et assurent une session en fin d'après-midi ou en début de soirée. Bruno, est-ce qu'on peut vous demander de ne pas tenir votre micro? C'est pas la peine, en fait, oui, on vous entend très bien. Et puis pratiquement de nous regarder, en fait, parce que là vous êtes. Oui, d'accord. Mais donc donc des professeurs, vous disiez, qui assurent des cours. Voilà, qui assure des cours en visioconférence, donc eux-mêmes sont sur le campus de Stanford. Et donc cette organisation en fait permet, dans le cadre de ce programme, de mobiliser en quelque sorte la crème du corps académique de la Business School de Stanford à l'intérieur de ce programme. Donc ce qui permet d'avoir l'enseignant référent en négociation, en leadership, en marketing, en business model, qui va enseigner les quelques heures à l'intérieur du cursus Ignite dédié à sa thématique en fait. Est-ce qu'il y a des étudiants, des élèves de Polytechnique qui peuvent participer à ça, qui sont intéressés par ça? Est-ce qu'il y a des initiatives qui sont pour leur donner le goût de l'entrepreneuriat? On n'a pas toujours le sentiment que le goût de l'entrepreneuriat est quelque chose de très très partagé par tous les étudiants de très grandes écoles françaises. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que ça bouge? Alors d'abord ça bouge, c'est-à-dire que le monde est en train de changer, y compris pour les étudiants qui sortent des grandes écoles et en particulier des plus prestigieuses. Donc je pense que c'est ça le plus important. Donc les perspectives de carrière qui s'offrent à un étudiant qui sort de Polytechnique ont évolué par rapport à ce qu'elles étaient il y a quelques années. L'entrepreneuriat fait maintenant clairement de plus en plus partie des trajectoires qu'un nombre croissant d'étudiants va prendre en compte. Mais ça veut dire qu'ils vont avoir une formation à l'entrepreneuriat, ou est-ce que certains élèves de Dix vont, à un moment ou à un autre, créer leurs propres entreprises? On suit beaucoup de start-up. Alors c'est vrai qu'elles ont des dimensions plutôt technologiques, celles qui peuvent être créées par les étudiants, les diplômés de Polytechnique, mais on en trouve relativement peu finalement des polytechniciens dans les créateurs de start-up. Alors il y en a plus qu'il semblerait, mais malgré tout, il y en a effectivement, il y a encore un gros travail à faire, mais il y a de plus en plus d'étudiants qui s'engagent, que ce soit tout de suite au sortir de leurs études ou le fait d'un processus déterministe. Donc ce que peut faire une école, c'est d'essayer de placer les étudiants dans un contexte favorable et puis de les armer pour cela, et puis surtout de développer chez eux l'envie, la motivation de s'engager dans des voies un petit peu exploratoires que seront des projets de start-up technologiques sur lesquels ils seront appelés à s'engager. Donc on essaie de les former, on essaie aussi surtout de leur donner envie de s'engager au sortir de leurs études dans des voies entrepreneuriales. Et après, il y a beaucoup d'efforts qui sont aujourd'hui consacrés au sein de l'école dans le fait d'essayer de créer aussi un environnement favorable à l'éclosion, au développement de projets entrepreneuriaux. Je prends juste un exemple. On a mis en place l'an dernier un fellowship, c'est-à-dire une bourse d'études qui est financée par des anciens élèves de l'école polytechnique et qui est offerte en fait à quelques projets portés par des étudiants sortants et qui leur permet d'aller passer de 3 à 6 mois dans la développer, accélérer leur projet. C'est un exemple. Après, il y a d'autres choses qui se font, mais le point, c'est qu'il y a aujourd'hui une emphase particulière dans le fait de créer un environnement qui est plus et qui est, si possible, dans l'absolu, favorable à l'éclosion de projets entrepreneuriaux. Paraît-il, Bruno, que de grandes entreprises vous envoient leurs salariés au sein de votre programme? Alors, au sein du master, pas encore, parce que le master est vraiment dédié aux étudiants de l'école, mais au sein du programme Ignite, ce dernier a un positionnement qui est vraiment hybride. L'une de ses originalités, c'est d'essayer de mélanger des participants ayant des profils assez différents, donc des chercheurs, mais aussi des ingénieurs en poste. Et l'interaction entre les deux, c'est créer quelque chose d'intéressant dans la dynamique du projet sur lequel le groupe va s'intéresser. Un petit mot peut-être. On essaie effectivement d'attirer des entreprises. Un petit mot d'Ilan, parce que je disais tout à l'heure qu'Ilan se situe à quelques encablures de Stanford. Est-ce que tu observes un petit peu, Ilan, ce qui se passe du côté de Stanford, les programmes justement comme Ignite et les programmes d'incitation à l'entrepreneuriat du côté des diplômés des grandes universités américaines? On sait qu'il y a tous ceux qui sont nés du côté de Harvard, c'est-à-dire de l'autre côté, comme Mark Zuckerberg et beaucoup d'autres, mais Stanford, c'est pas mal non plus. Ilan? À Stanford, c'est incroyable. Ouais. Je pense que c'est le plus gros vivier
d'entrepreneurs start-up du monde. En termes de ratio de succès, bien sûr. Mais c'est incroyable ce qui se passe à Stanford. Il y a des événements en permanence, il y a des bootcamps, il y a des hackathons. Enfin, moi, je connais quand même pas mal de monde maintenant qui est à Stanford. Il y a de plus en plus de Français qui viennent à Stanford pour un semestre, pour une année. Là, par exemple, on a justement un étudiant de Polytechnique qui est en stage chez nous et qui ensuite part à Stanford. Qui va d'ailleurs rentrer dans l'incubateur de Polytechnique à partir de janvier. Mais clairement, enfin, Stanford, c'est incroyable tout ce qu'ils font autour de l'entrepreneuriat. Et puis surtout, ils ont tellement de beaux succès autour d'eux. Le dernier en date, c'est... d'ailleurs, on a beaucoup parlé de lui récemment, c'est Evan Spiegel de Snapchat, qui était un alumni de Stanford et qui retourne souvent là-bas. Les étudiants le connaissent tous. C'est bon, ils ont monté évidemment une boîte dont tout le monde parle dans la Silicon Valley, mais il y a tellement d'exemples comme ça. Donc il est naturel là-bas de sortir de Stanford, dans certaines filières en tout cas, de créer sa boîte directement dans la Silicon Valley. Il y a un pont très très naturel. Non, mais c'est même la plupart des étudiants du MBA de Stanford ou même en computer science sont déjà entrepreneurs. Ils ont déjà tous monté une app à côté ou sont déjà en train de s'associer entre eux pour monter quelque chose. Ils lèvent des fonds. Enfin, la plupart des étudiants que je vois qui sont en graduate school, master et plus sont déjà entrepreneurs. Est-ce que tu vois, toi, des programmes là-bas qui sont identiques à ceux qui sont développés? Enfin, Ignite est né là-bas de toute façon, mais qui se destinent non pas à ceux qui sont étudiants dans l'université, mais à ceux qui sont à l'extérieur de l'université. Est-ce que tu connais des gens qui suivent des cursus de formation là-bas, qui sont en même temps professionnels à côté, qui ont un métier? Alors récemment, j'ai beaucoup entendu parler de Singularity University. Oui, on en parle énormément, ouais. Voilà, on en parle énormément. Là, en l'occurrence, je connais 2 Français qui participent au programme cet été, là, que j'ai rencontré la semaine dernière. Donc, c'est une mini-université qui est sur le campus de la NASA à côté de Palo Alto. Ils sont enfermés pendant 5 semaines. Ils n'ont pas le droit de sortir du campus. Je crois que ça coûte $20 000 de faire partie de ce programme. Et $4 000 la semaine, c'est pas cher. Ouais, non, c'est pas cher. Non, c'est un programme qui dure tout l'été, de 2 mois. Et le but du programme est marrant. Chaque étudiant doit travailler sur un projet qui va toucher plus de 1 milliard de personnes dans 10 ans. Donc c'est assez vague comme mission, mais en même temps ça réveille la créativité et du coup ça sort du lot, quoi. Et alors ça, c'est le programme le plus intéressant que j'ai entendu, dont on parle beaucoup ici dans la vallée. Bruno Martino, est-ce qu'on est proche de ce genre d'initiative en France et même en Europe? Parce que vous êtes la tête de pont pour l'Europe. Est-ce que Init peut faire des petits? Est-ce que ça peut inciter à la création comme ça de programmes qui sont directement liés à l'intérieur des universités, entre les professeurs, les élèves? Comment on le trouve au Ternion de Haifa, par exemple, à MIT ou dans d'autres universités comme ça? Alors, la réponse est oui. Je pense incontestablement qu'on s'oriente dans cette direction. Pour moi, la première étape, c'était l'un des premiers objectifs que je m'étais fixé en montant ces programmes au sein de l'école. C'est de connecter l'institution avec les endroits où c'est déjà développement dynamique. Donc, au sein de l'école, moi, je passe beaucoup de temps et je mets beaucoup d'efforts à essayer d'envoyer les étudiants. Donc, je les envoie en stage dans la Silicon Valley. Il y a des programmes d'échange aussi qu'on a mis en place qui leur permettent de passer un semestre dans une institution américaine. Et le programme Ignite est effectivement un autre moyen de connecter un petit peu le vivier d'entrepreneurs potentiels avec cet écosystème. Donc, la prochaine étape sera effectivement probablement que des programmes émergent du fait d'initiatives qui seront portées par des institutions localement. Mais comme dans tout processus entrepreneurial, il y a une première phase qui est une phase d'exploration, d'apprentissage un petit peu de son métier. Donc humblement, le partenariat avec Stanford est un partenariat qui est particulièrement important pour nous parce qu'il nous permet effectivement vraiment d'apprendre beaucoup et de tirer énormément d'inspiration de ces bonnes pratiques et toute cette dynamique entrepreneuriale qui s'est développée autour de l'institution et qui est bien sûr tout à fait unique.
On n'a pas eu votre phrase, mais tout à fait unique. Je crois que j'ai compris ça. À propos d'unicité, d'ailleurs, ça coûte combien de participer à ce programme? Ce sont souvent les entreprises qui payent, j'imagine, plus que les individus, mais c'est quelle zone de prix? Alors, le programme coûte 7 000 €, c'est-à-dire à peu près 10 000 $. Et alors, effectivement, donc, il s'intègre après pour les ingénieurs en poste dans des actions de formation continue qui peuvent être financées par les employeurs de ces mêmes candidats. Et après, pour des doctorants ou des post-docs, on a mis en place un système de bourse, en fait, pour accompagner, aider un petit peu le financement de leur participation. Bon, ça se passe donc, alors je recherche le titre exact parce que là vraiment, donc Master Innovation, Technologie, Entrepreneuriat. En fait, tout ça c'est en ligne, hein, on va chercher directement les renseignements en ligne. Du 27 septembre au 12 décembre, c'est ça? Voilà, tu vas t'inscrire, Jennifer, hein? Exactement. Ils acceptent les blousons de cuir aussi, il n'y a pas de souci. Vous serez bien mieux. Oui, la diversité culturelle est un facteur de créativité entrepreneuriale. Bon, merci beaucoup Bruno. Je sais que vous avez un rendez-vous derrière, vous devez malheureusement nous laisser. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce EPI. On vous rappelle qu'il y a un hashtag EPI TV d'ailleurs pour réagir complètement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Bruno et puis à bientôt pour reparler de ce qui se passe là-bas du côté de Polytechnique avec cet accord avec Stanford. Petite virgule, et la chronique d'une fille en blouson de cuir va arriver juste derrière, figurez-vous. Alors, c'est ton moment de gloire en Exactement. fait. Hein. C'est l'instant. J'attends cette fille depuis 2 semaines. Des semaines. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver dans ce studio depuis des semaines. Alors, on parle de qui aujourd'hui, puisque à chaque fois la chronique est associée à une personne. On s'intéresse à une personne en particulier. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Albert Malaquin. Ouais. Sais-tu qui c'est? Albert Malaquin, oui, je sais qui c'est. Je suppose. C'est le directeur général donc, de Rue du Commerce. Et ça fait pas très longtemps qu'il est à cette place, puisqu'il est arrivé il y a à peine plus d'1 an. C'est l'un des dirigeants d'Altarea Cogedim. Altarea Cogedim qui a racheté Rue du Commerce en 2012. Alors, au premier abord, je dois avouer que j'avais l'impression de quelqu'un d'assez froid, d'assez réservé. Et finalement, c'est quelqu'un de très sympa, de même très drôle, je dois dire. J'ai eu le temps de faire une petite partie de billard avec lui. C'est pour dire. Je crois que j'ai gagné, il me semble. Virgule, j'ai gagné. Alors, Albert Malaquin, en gros, il a 44 ans. Il est père de 4 enfants. À la base, il est ingénieur, exactement. Il est diplômé de l'École supérieure des géomètres. Il est passé par Ernst & Young. Bon, il a un beau parcours. Et alors, je vous le disais au début, c'est l'un des dirigeants du groupe immobilier Altarea Cogedim. C'est donc quelqu'un qui vient absolument pas du milieu du web. Donc forcément, il a dû adapter ses méthodes de management. Je vous propose de l'écouter à ce sujet. Je viens d'un univers immobilier où on a du temps devant soi. J'arrive dans un monde où les décisions se prennent à la seconde, où on doit tous les jours prendre des décisions. On a un laps de temps très court pour réagir. C'est la magie du web. Et ça veut dire que j'ai organisé l'entreprise quasiment sans hiérarchie. Je demande à l'ensemble de mes collaborateurs de me produire des idées. Après, on fait le tri, mais que chacun puisse s'exprimer et la place pour émettre une nouvelle idée et qu'ensuite on puisse faire la part des choses. Mais c'est un travail qui se fait au quotidien. Et alors d'ailleurs, pour la petite anecdote, à 12 ans, il grimpait les escaliers pour sonder la structure des immeubles à peaufiner. On peut dire que c'est... Moi, je faisais pas ça à 12 ans. Il est atteint, en fait. Bref, pour le côté un peu plus sombre, Rue du Commerce a doublé ses pertes en 2013. Oui, c'est vrai que ça va pas fort. Donc ça va pas fort. À l'arrivée, une dépréciation de 37,9 millions d'euros. Malgré tout, Albert Malaquin, il tente de garder une attitude assez zen et positive. Les pertes de 2013 étaient annoncées à mon arrivée et nous sommes dans une période d'investissement assez fort, à la fois sur notre colonne vertébrale du système d'information, pour demain être en capacité d'être beaucoup plus fluide et de pouvoir interagir avec l'ensemble des objets connectés dans lesquels les clients sont entourés tous les jours. C'est un travail d'investissement sur 2 ans, 2013 et 2014, pour un retour à l'équilibre en 2015-2016.
C'est joli ce petit fauteuil, c'est chez toi, non? Ouais, exactement. Bon, pour être plus sérieux, aujourd'hui, Rue du Commerce, c'est le 7e city marchand en France, mais Albert Malaquin, il envisage d'intégrer très rapidement le top 5. Donc, il compte vraiment remettre Rue du Commerce sur les rails le plus rapidement possible. Donc, bref, un grand patron aussi décontracté. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Oui, c'était sympa. Et puis, Rue du Commerce, c'est vrai que ça fait partie des vétérans de la vente en ligne. Exactement. On en a entendu parler depuis toujours. Et ils sont en lutte, tous ces sites-là, pour essayer d'exister face à des Amazon qui sont arrivés bien après et tous ceux qui ont un peu bouleversé les règles traditionnelles du e-commerce. C'était bien de rencontrer Albert. Hein, ouais, très sympa. Ouais. On avait aussi fait du baby-foot. Du baby-foot. on dit comme ça, très bien. Bon, nous, on va pas faire du baby-foot, on va faire du... Comment ça s'appelle? Du whist. Du whist. Alors, le whist, c'est un nouveau sport. On va vous expliquer ça juste après une... Petite virgule. Alors c'est Bruno Lossato, ou Lussato en l'occurrence, qui va whister avec nous. Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour. On s'est vu tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, Bruno Lussato est un des 3 frères qui dirigent Wistiki. C'est assez rare, hein, 3 frères qui ont créé une boîte ensemble. Ça doit pas être facile tous les jours. Hein. Non, dites-nous, c'est facile tous les jours ou pas, Bruno, de travailler avec ces 2 frangins? C'est vraiment génial. C'est vrai? C'est vraiment génial parce que c'est connu que créer une entreprise, c'est pas juste une idée. C'est une idée et souvent beaucoup une équipe. Et du coup, le fait d'être 3 frères, c'est juste génial parce que du coup, on se connaît super bien et on est, en plus d'être frères, très complémentaires. Vous avez tous les 3 fait les mêmes études ou pas avant de créer Wistiki? Pas vraiment, justement. On est 2 à avoir fait l'EDEC, donc une école de commerce. Et l'autre a fait une école d'ingénieur qui s'appelle Centrale Lyon. Alors concrètement, Bruno, qu'est-ce qu'on peut retrouver avec les whist? Ses clés, son portable, enfin qu'est-ce qu'un whist déjà? Qu'est-ce qu'un whist, oui déjà? Parce que moi je sais, mais il faut l'expliquer. En fait, un whist, c'est tout bête. C'est un petit accessoire grand comme une pièce de 2 €, qui est léger, hein, ça pèse 8 grammes, design, qui ressemble à un petit porte-clés, que vous pouvez accrocher sur vos clés, sur votre portefeuille, mettre dans votre sac, ou sur votre chat même. Et à partir du moment où vous avez mis le whist sur l'accessoire que vous ne voulez plus perdre, eh bien en téléchargeant l'application Wistiki, vous pouvez le géolocaliser ou le faire sonner une fois que vous vous rapprochez de l'objet. Donc c'est tout simple, mais personne n'y avait pensé. Donc voilà, mon chat peut sonner. Hein. On le voit, le whist. C'est à ça que ça ressemble. En fait, tout a commencé parce qu'on avait un chat qui se cachait dans notre appartement. Voilà. C'est bien le storytelling. Et on voulait trouver un moyen de le retrouver plus simplement. Et là, vous êtes dit, on a un chat qui se paume, fabriquons un objet connecté, hein, comme Monsieur Tout-le-Monde. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Assez naturellement. On va lui mettre un petit truc sur son collier et on va pouvoir le retrouver. En fait, alors on voit les images, on peut continuer à voir les images un petit peu, je dis ça pour la régie finale de Watch TV, parce qu'il y a des images assez sympas. On voit là que cette jeune fille donc a son whist qu'elle met dans la poche. Tiens, justement un chat. Un chat qui a son whist. C'est obsessionnel chez vous les chats, non? Et donc, des whist, on en met à peu près partout, ces petits objets. Voilà, on peut le mettre dans la boîte à gants, par exemple. Vous pouvez en mettre dans la boîte à gants de votre voiture pour vous souvenir où vous l'avez garé. Vous pouvez en mettre sur vos clés si vous êtes tête en l'air et que vous avez l'habitude de perdre votre clé. Vous pouvez les mettre sur votre chat si vous voulez rigoler et retrouver votre chat. Mais ça peut également être utile pour des gens qui ont des troubles de mémoire, notamment les personnes âgées qui ont la maladie d'Alzheimer. Ça peut être utile pour un ensemble d'usage, j'ai envie de dire, pour tous les gens qui perdent leurs affaires. Et il se trouve que pas seulement les personnes âgées, moi je crois que ça me servirait pas mal. Bon, avant de rentrer dans le détail de ce qu'est ce petit boîtier, parce qu'évidemment il y a de la technologie à l'intérieur et c'est assez fin la technologie qui est à l'intérieur. Vous êtes passé par My Major Company en fait pour lever de l'argent, pour lancer ce projet-là, ce qui est une façon de faire aussi. Il y a évidemment d'autres endroits où on peut lever de l'argent sur des projets et vous avez réussi à récupérer 80 000 € sur ce projet-là. Beaucoup plus que prévu d'ailleurs. Plus que prévu. Exactement. Donc comme je vous l'ai dit au début, on l'avait mis sur notre chat. Mais rapidement, on s'est dit que ça pourrait intéresser pas mal de gens. Vous avez fait un pari avec vos frères en disant si je dis 25 fois le mot chat, je gagne quoi? Et on avait l'intuition que les gens, de manière générale, perdent leurs affaires. Bah oui. Et on avait également le sentiment qu'aujourd'hui, il n'y a aucune proposition de valeur sérieuse qui permet à une personne tête en l'air de ne plus perdre ses affaires. Donc on s'est dit, tiens, on répond peut-être à un besoin. Postons notre projet sur My Major Company, qui est une plateforme de financement participatif, et regardons ce qui se passe. Donc le principe est très simple.
On a demandé sur la plateforme My Major Company la somme de 20 000 euros. Et le principe, c'est que les gens nous faisaient des dons financiers d'une vingtaine d'euros à peu près. En échange de quoi, on leur faisait, nous, un don matériel qui consistait en un WIST. Le WIST étant le petit objet connecté qu'on conçoit, qu'ils recevraient au mois de septembre. Et la magie du financement participatif, c'est que du coup, nous, ça nous permettait de faire une étude de marché grandeur nature et de voir si notre projet rencontrait une demande. Et en même temps, ça nous permettait de récolter l'argent nécessaire à l'industrialisation, de notre produit. Donc manifestement, ça a bien fonctionné. On a demandé 20 000 euros, on en a récolté 80 000, ce qui fait qu'aujourd'hui, Wistiki est sur des rails et on peut même se permettre de produire en France. Car j'ai entendu tout à l'heure qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat aux États-Unis, à Stanford. Nous, notre conviction chez Wistiki, c'est qu'il y a un vrai potentiel entrepreneurial en France qu'il ne faut pas l'oublier. Nous, on ne part pas à Stanford, on reste en France, on produit en France et on est persuadé qu'il y a une vraie dynamique entrepreneuriale latente en France. Et on espère que pas mal d'entrepreneurs français en sont conscients, on espère qu'ils ne vont pas tous partir. Et alors Arnaud Montebourg doit être content parce que c'est un produit 100% made in France. Bah oui, c'est ce qu'il vient de dire. Ah, j'avais pas entendu. Il faut l'excuser, elle est un peu fatiguée, c'est le blouson de cuir qui lui passe sur les neurones en fait. En fait, non, alors précisément, ça va valoir 20 euros à partir du mois de septembre dans ces eaux-là, juste un petit peu moins de 20 euros. C'est-à-dire que sur les 80 000 euros que vous avez récupérés avec My Major Company, vous devez en fabriquer un petit paquet quand même là déjà pour le mois de septembre. En fait, on est sur un projet qui est assez particulier pour une start-up, car Wistiki, c'est pas juste un projet industriel, c'est pas juste un projet software, c'est un mélange des deux. Parce qu'il y a le WIST qu'il s'agit de concevoir, et il y a également des applications software à concevoir. Donc le projet industriel et le projet software font que les 80 000 euros n'étaient pas suffisants pour lancer le projet. C'est la raison pour laquelle on a fait une levée de fonds en parallèle, une augmentation de capital qui nous a permis d'avoir les fonds nécessaires pour véritablement lancer le projet. Et qui vous valorise à 1,5 million aujourd'hui à peu près. Pardon ? Qui valorise l'entreprise à 1 500 000 euros, ce qui est déjà pas mal, parce que vous n'avez encore relancé aucun produit. Ça, c'est vraiment pour le mois de septembre qu'on pourra acheter ces différents WIST. Dans le commerce. Il est possible de précommander les produits aujourd'hui sur notre site internet et ils seront donc il y a des tarifs préférentiels. Le produit est à 19 euros lors des préventes et ils seront reçus au mois de septembre. Jennifer, ça t'intéresse parce que moi personnellement, ça m'intéresse vraiment parce que je passe mon temps à tout perdre. Et vous avez des concurrents américains type j'ai vu Stick and Find, Bringer, c'est ça ? Alors, de la même manière que j'ai envie de dire que de la même manière qu'il y a une vingtaine d'années, Internet a révolutionné l'interconnexion entre les gens. Aujourd'hui, il y a l'Internet des objets. L'Internet des objets, ça révolutionne l'interconnexion entre les objets. Et donc, il est évident que le marché est énorme et on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de se lancer. Et j'ai personnellement la conviction que les acteurs qui vont réussir sur ce marché-là sont ceux qui répondent à un besoin fondamental du consommateur. Pour moi, il ne faut pas innover pour innover. Il ne faut pas juste faire un objet connecté pour faire un objet connecté. Il faut créer un objet qui répond à un besoin. Et le WIST aujourd'hui, il répond à un besoin fondamental qui est que les gens perdent leurs affaires. Et ce sont, à mon sens, ce sont ces sociétés qui vont survivre dans le marché des objets connectés qui est amené à évoluer de manière très rapide dans les prochaines années. Petit boîtier qui pèse vraiment quelques grammes. Tiens, quelqu'un passe devant la caméra. Si on vous racontait tout ce qui se passe dans ce studio de l'émission. Alors, en fait, ce petit boîtier, voilà, merci, bonjour. Enchanté. Ça pèse quelques grammes seulement. En fait, la technologie qui est à l'intérieur, c'est un mélange de pas mal de choses. Évidemment, ça va correspondre avec le smartphone, avec un système Bluetooth low energy. Alors ça, c'est globalement tous les produits Apple en ce moment, c'est-à-dire les iPads et les iPhones notamment. Est-ce qu'il y a une partie GPS à l'intérieur ? Comment ça se passe ? Parce qu'en fait,
on est repéré via son téléphone qui transmet l'information de repérage. Et puis ensuite, comment ça se passe quand on commence à s'éloigner de cet objet-là ? Il faut savoir que aujourd'hui, que les choses soient claires, des balises GPS, ça existe. Oui, ça on le sait. Ouais. La balise GPS sur Google, vous allez trouver des dizaines de sociétés qui font des balises GPS. C'est juste qu'une balise GPS, ça pèse 200 grammes. Ça coûte 150 €. Il y a un abonnement mensuel et c'est une autonomie de 3 jours. La révolution avec Wistiki et avec le produit qu'on développe, c'est qu'on utilise une technologie qui s'appelle le Bluetooth Low Energy, qui permet de concevoir un accessoire à ultra basse consommation d'énergie, qui ne pèse plus 300 grammes mais 8 grammes, qui ne coûte plus 150 ou 200 €, mais 19 €, qui n'a plus d'abonnement, c'est-à-dire que vous payez 19 € one shot et c'est bon. Ça n'a plus une autonomie de 3 jours, une autonomie d'1 an, ça je viens de le dire. Donc voilà, ça révolutionne complètement le marché de la balise GPS. C'est la révolution. Alors, comment on a fait pour en arriver là ? Rapidement, Bruno, parce qu'on a aussi Benoît à récupérer du côté de Lyon. Alors c'est tout bête. On utilise le Bluetooth Low Energy qui communique en permanence avec le smartphone. Donc c'est très simple. Dans un périmètre de 30-40 mètres, vous pouvez faire sonner votre Wist lorsque vous l'avez mis sur vos clés, par exemple. Et dès que vous vous éloignez de plus de 30 mètres de votre smartphone, c'est-à-dire que dès que vous avez perdu concrètement votre affaire, il y a une rupture de liaison Bluetooth qui se fait et le smartphone enregistre la position GPS qui a lieu au moment de cette rupture de liaison Bluetooth. Ce qui fait que 5 minutes ou 10 minutes plus tard, quand vous allez réaliser que vous avez perdu vos affaires, eh bien votre smartphone, lui, se souvient très bien du point de géolocalisation où vous avez perdu vos affaires. Est-ce que Ilan peut nous dire un petit mot de ça ? Ilan, est-ce que tu as déjà testé ce genre de truc, toi qui testes absolument ? Ah oui, je vais ouvrir mon micro, ça va être beaucoup mieux en ouvrant mon micro. Ah, vous devez m'entendre dans celui de Jennifer, là évidemment c'est moins bien. Est-ce que Ilan peut nous dire s'il a déjà testé ce genre de produit aux États-Unis, lui qui a l'occasion de tester tous les gadgets qui sortent du côté de la Silicon Valley ? Ilan ? Eh ben oui, je me connais bien. Oui. J'ai l'équivalent et d'ailleurs ça ressemble vachement. Ça s'appelle Tile. Et ça s'est lancé sur Kickstarter, je dirais il y a 1 an maintenant, un peu plus d'1 an. Et ils ont commencé à shipper justement leurs petits objets il y a 2-3 mois. Et Tile marche super bien. Alors bon, il y en a quelques-uns qui se plaignent, il y a quelques utilisateurs qui se plaignent, mais bon, c'est le premier batch, c'est normal. Mais ça marche super bien. Aux États-Unis, pour le coup, il y a pas mal d'acteurs qui se sont lancés là-dessus avec des designs un peu différents. Et cette semaine à Palo Alto, j'ai vu une boîte vraiment qui est bluffante là-dedans, puisque eux ont carrément développé des stickers. Donc t'as rien à accrocher à un porte-clés ou autre. C'est un sticker que tu poses sur les objets que tu veux traquer, équipé Bluetooth. Incroyable, vraiment magnifique. Donc oui, le besoin est clair. Enfin, effectivement, on perd des choses, mais derrière ça, le retour sur investissement, c'est plus que de perdre des choses, c'est de nous faire gagner du temps à éviter de chercher. Et là-dessus, il y a clairement une demande. Les objets connectés et le Bluetooth Low Energy permettent des usages intéressants là-dedans. Aux États-Unis, pour le coup, il y a beaucoup d'acteurs. On va tourner une petite virgule, merci Ilan, et puis on retrouve Benoît, donc Ducré, du côté de Lyon, avec son gros casque. C'est lui qu'on a vu tout à l'heure. Benoît Ducré, vous m'entendez ? Oui. Alors vous êtes le chef de projet de Lyon Startup et c'est donc la première édition. C'est la première édition. Lyon Startup, ça s'adresse à des porteurs de projets qui ont une idée, comme par exemple celle de Bruno pour Wistiki, qui ont une envie d'entreprendre et qui savent pas forcément comment s'y prendre. Donc on va les détecter déjà, on va évaluer sur dossier via une candidature qui est vraiment très simple. Et s'ils sont assez bons, s'ils sont assez innovants, on va leur proposer de rejoindre le programme Lyon Startup et de les faire progresser. C'est un programme d'accompagnement en fait que vous avez mis en place. Il y a là-dedans, on le disait tout à l'heure, à la fois des fonds privés et des fonds publics. Qui intervient à l'origine de Lyon Startup ? Alors, c'est une initiative du Grand Lyon qui s'est inspirée d'autres initiatives qu'on retrouve dans d'autres pays, donc en particulier à Munich et à Boston.
Voilà, l'objectif, c'est d'avoir à la fois une sélection de projets qui ont un gros potentiel et à la fois un accompagnement qui va leur permettre de progresser et de maximiser leurs chances de réussite. Vous comptez sélectionner combien de projets environ ? À l'arrivée. Alors pour cette première édition, on va faire entrer 100 projets dans le dispositif. Et ensuite, on a 3 concours de pitch qui vont nous permettre de détecter les meilleurs. Donc, à la fin du premier concours de pitch, on en sélectionne 40. Le second concours de pitch en sélectionnera 20. Et le troisième, on en sélectionnera 3 en antécréation et une entreprise créée. Les 3 en antécréation gagneront 5 000 € et l'entreprise déjà créée 15 000 €. Ça se passera au mois de novembre pour les 40 pitchs, donc les 40 sélectionnés, premiers. Ensuite, février 2015, 20 dossiers, donc il reste quasiment presque un an là, pour la fin complète du processus. Et en avril 2015, donc ce sera le concours final. En fait, il y a aussi l'EM Lyon, l'école de management de Lyon, qui produit énormément de start-up, et qui a un bel incubateur d'ailleurs, l'école de management de Lyon, qui est aussi dans la partie. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans ? L'EM Lyon intervient à plusieurs niveaux. Donc, vous voyez le petit film de présentation de Lyon Startup en parallèle. Donc, l'EM Lyon intervient puisque c'est eux qui vont proposer la formation à l'entrepreneuriat innovant qui sera proposée à tous les porteurs de projets qui auront intégré Lyon Startup. Donc, c'est une formation accélérée en une semaine. Et ensuite, ils participeront également à des ateliers de travail pour faire progresser les projets sur les parties marketing, stratégie, etc. Est-ce que vous êtes vous-même entrepreneur, Benoît ? Mais oui, il l'a été. Voilà, je l'ai été, peut-être je le redeviendrai un jour. Mais oui, effectivement, j'ai déjà monté une start-up, un réseau social sur le cinéma. J'ai eu l'opportunité de le revendre et c'est pour ça qu'aujourd'hui je passe de l'autre côté. Voilà, incine.fr. C'est pour ça qu'aujourd'hui je passe de l'autre côté pour aider les porteurs de projets à progresser. Est-ce que ce sont des projets qui sont uniquement de la région lyonnaise au sens large du terme ? Est-ce que c'est une des conditions sine qua non pour participer ? Est-ce qu'il y a déjà des typologies qui peuvent sortir ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a plutôt des startups de services ou des startups de produits aujourd'hui ? Alors on accueille tout le monde, on n'a vraiment pas de limite géographique, on accueille également les porteurs de projets qui peuvent venir de l'étranger s'ils le souhaitent. Au niveau de l'innovation qu'on demande, puisqu'on s'intéresse aux entreprises innovantes à potentiel, on s'intéresse à tout type d'innovation, donc l'innovation technologique bien sûr, mais aussi l'innovation de service, l'innovation marketing, même l'innovation sociale. Ce qui compte, c'est le potentiel de création de valeur et donc d'emploi. Vous êtes lié avec Lyon French Tech également. Enfin, il y a la French Tech dont on parle tous, mais à Lyon, on a décidé qu'il fallait qu'il y ait un pôle French Tech. Ça s'est structuré comment tout ça ? Tous les acteurs du numérique et des startups à Lyon se sont fédérés autour de l'initiative French Tech. L'idée, c'est que Lyon soit une des villes phares pour porter le label French Tech. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques startups ? Il y en a énormément qui sont issues de Lyon et qui ont fait un gros succès, que ce soit national ou international. Parce qu'on oublie souvent qu'il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe, évidemment. Enfin, on essaie de le rappeler, nous, régulièrement dans cette émission-là. Hein. Mais il y a énormément d'activités à Lyon. Alors effectivement, il y en a beaucoup. Je vais commencer par une première que je trouve particulièrement intéressante puisque son dirigeant est le parrain de Lyon Startup. C'est l'entreprise Mille et un repas. C'est intéressant puisqu'on ne pense pas forcément à elle en tant que start-up, puisque start-up, on s'attend d'abord à du numérique, mais eux, ils ont innové sur la restauration collective en proposant une restauration collective de grande qualité et sans gaspillage. Et aujourd'hui, ils ont plusieurs centaines de salariés. Une autre ? Alors parmi nos parents, on a des très belles startups qui sont en pleine croissance, en particulier Amoeba, qui est dans les biotechnologies, où on a le sentiment qu'il y a beaucoup de startups qui peuvent être dans les biotechnologies du côté de Lyon, évidemment, parce que vous avez aussi des laboratoires, les grands laboratoires de Lyon, les fameux, qui participent à ce programme-là, et ça les intéresse évidemment d'avoir des startups qui innovent un peu dans ce secteur-là, et c'est historiquement un endroit où les biotech sont très développées, Lyon. Absolument.
C'est vrai que parmi nos mécènes d'ailleurs, on a Sanofi et Solvay qui sont très intéressés effectivement par toutes les initiatives qui peuvent exister. Jennifer, une petite curiosité particulière sur ce programme-là ou pas? Vous avez reçu combien de demandes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en est à environ 70. L'objectif, ça serait d'en avoir nettement plus de 100 pour pouvoir opérer une sélection. Mais déjà, on a des très beaux projets, très variés. Donc déjà variés en termes de porteurs de projets, puisque les porteurs vont de 20 à 60 ans. Ils sont parfois étudiants, parfois salariés, cadres, des chefs d'entreprise, il y a des chômeurs. Donc vraiment, on touche tout type de public. Et en termes de type d'innovation, on a un peu de tout là également, des innovations technologiques, du web et des innovations de services, des gens qui vont être plutôt issus de l'artisanat. Bon, il y a un site, évidemment, lyonstartup.fr, je crois bien, c'est ça l'adresse. Et ils ont jusqu'au 25 juin donc, pour déposer leur dossier de candidature. Confirmez l'adresse? Alors c'est lyonstartup.fr, vous allez arriver au bon endroit, mais on communique plus sur lyonstartup.com. Ah, bon, bah, allez-y sur .com. Et donc il y a une première sélection donc, de pitch qui se fera avec 40 sélectionnés sur les 100 qui auront été présélectionnés, donc au mois de novembre prochain. Ça se passe donc avec Lyon Startup. Merci Benoît Ducré. On fait un petit tour de piste vite fait pour dire au revoir à tout le monde. Peut-être un mot de Dylan en conclusion sur ce projet-là de Lyon Startup ou sur un autre sujet de cette émission. Et rapidement d'ailleurs. Bah écoute, très belle initiative. Lyon me fait pas mal penser à... L'homme qui n'a rien à dire en conclusion. Ah non, mais tu me parles de Lyon. Moi, je vais te parler de Boston. Non, Boston me fait pas mal penser à Lyon, en fait, dans l'écosystème startup. Moi, je connais pas mal de start-upers à Lyon. Ouais. Et c'est vrai que le côté biotech est aussi super développé à Boston. Je sais pas, les deux villes me font pas mal penser l'une à l'autre. À Boston, il y a le MIT. Il n'y a pas ça à Lyon, malheureusement. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de biotech à Boston. Il y a beaucoup de biotech également. Un petit au revoir de nos différents invités. Différents invités, pour le coup, il ne reste plus que Bruno Luciato, puisque Bruno Martino nous a quittés. Il devait partir faire d'autres choses. Bruno Wistiki, donc, rendez-vous en septembre pour les objets concrets, mais dès aujourd'hui, sur le site, on fait des pré-réservations. Ça va coûter 20 € à peu près. Le petit objet, on peut en acheter 19,90. Et est-ce qu'on a des tarifs dégressifs? Parce qu'il en faut, par exemple, pour Jennifer, il en faut une bonne dizaine quand même. Ça va lui coûter cher. C'est ça, c'est 19,90 € unitaire et ensuite c'est dégressif si vous prenez des packs et vous pouvez les précommander dès maintenant sur le site wistiki.com. Wistiki.com. C'est noté. Et vous avez prévu d'en fabriquer combien là dans les semaines qui viennent? Là, on part sur un premier batch de 100 000. 100 000 Ah oui. Oui. Ah mais vous êtes carrément parti, ça y est là. Voilà, bon après, il y a toujours, sur un projet industriel, il y a toujours un ramp-up, c'est-à-dire qu'on fait 1000, 10 000, 100 000, mais dès le mois de septembre, on sera à 100 000 car on doit faire face à une belle demande. Et ça, c'est fabriqué en France? Et c'est fabriqué en France. Ah, donc il y a un produit électronique qui va être sur le marché français qui n'est pas fabriqué en Chine aujourd'hui. Exactement. Ça sera le vôtre. Bon, on suivra ça avec attention en septembre. On a intérêt à communiquer là-dessus parce que, à part le slip français, on ne fabrique plus grand-chose aujourd'hui. C'est très élégant. En France. Oui, mais on a vu ça sur le web et ça a fait un joli carton. En tout cas. Bon, c'était sympa cette émission. Super. Le blouson a bien tenu, tout s'est bien passé. La chronique était plutôt sympa. On a parlé donc de Lyon Startup avec Benoît Ducré. On a parlé de Wistiki. Pour retrouver ses objets perdus. On a parlé de cette association entre Stanford et Polytechnique avec Bruno Martino. Et puis les conseils de Dylan, c'était DoorDash. Oui, absolument. Noozle. On va la conclure. Conférence des développeurs d'Apple. Et Noozle. On m'a demandé de conclure, je ne savais plus qui me parlait. Je ne sais plus qui me parle dans les casques, mais ça veut dire que c'est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve dans une quinzaine de jours. Salut Ilan. Salut à tout le monde. Merci Jennifer. Salut Bertrand. Et puis merci à la régie également pour cette réalisation de main de maître. À plus.